Bonjour à tous et bienvenue sur Tout savoir DCG. Aujourd'hui, on se retrouve pour deux chapitres de finance d'entreprise, les modes de financement, et ensuite on va voir le second chapitre avec chaque mode de financement détaillé. Tout d'abord, les différents modes de financement possibles. Lorsqu'une entreprise cherche à se financer, elle a plusieurs choix possibles, et donc le financement va dépendre de la situation dans laquelle l'entreprise se situe. Tout d'abord, l'autofinancement. L'avantage de l'autofinancement, c'est qu'il est très peu coûteux et nous permet également de rester indépendant des établissements financiers. Sauf qu'il est assez limité puisqu'il se calcule par l'autofinancement, à savoir la CAF moins les dividendes distribués, et donc souvent ne permet pas de financer entièrement les investissements voulus par l'entreprise. Il est également possible de se financer via la cession d'éléments actifs, c'est la création de désinvestissements, et donc par conséquent, ça permet de garder l'indépendance, puisqu'on va vendre des immobilisations qu'on a déjà, sauf que forcément, certains actifs ne sont pas forcément très liquides, et donc leur cession demande un certain temps, voire même des actes notariés et des frais supplémentaires à la cession de ceux-ci. L'augmentation par rapport en numéraire, avec l'émission de nouvelles actions, il y a des contraintes juridiques, à savoir que le prix d'émission doit être absolument supérieur à la valeur nominale, et donc on donne ici quelques exemples de calculs qui vont être importants. Le calcul de la prime d'émission, c'est le prix d'émission moins la valeur nominale. Le montant souscrit, c'est le nombre d'actions fois la prime d'émission moins les frais. Il y a plusieurs types d'actions, les actions ordinaires, les actions de préférence, les actions à bon de souscription. L'avantage principal, c'est que ça modifie la structure financière et la capacité d'endettement n'est pas affectée par ce financement. Et si l'augmentation par rapport au numéraire avec l'émission de nouvelles actions fonctionne correctement, elle permet de se financer de manière assez conséquente, sauf que l'inconvénient majoritaire, c'est la dilution du bénéfice en beaucoup plus d'actionnaires, et donc les premiers actionnaires vont souvent être dérangés par ces décisions-là. Il y a également les subventions d'investissement, ce sont des aides locales de l'État ou de l'Europe. Elles favorisent l'emploi et l'objectif est de soutenir une entreprise locale et d'investir dans des régions. L'avantage, c'est qu'elle est peu coûteuse parce qu'elle ne doit pas être remboursée par l'entreprise. L'inconvénient, c'est qu'elle peut être imposable et il faut également des démarches et le montant des subventions accordées est souvent limité. Et donc les capitaux propres ont un coût et elles sont rémunérées par le résultat après impôt. Et donc ce résultat après impôt, c'est le taux de rentabilité exigé par les actionnaires. Et donc ça nous intéresse de savoir combien coûtent les capitaux propres pour l'entreprise, forcément. Donc la formule, c'est la suivante. Le coût des capitaux propres est égal à D1 sur C plus G. À savoir que D1, c'est le prochain dividende attendu. C, donc le dénominateur, c'est la valeur cotée de l'action. Et G, c'est le taux de croissance des dividendes. Parce que certaines entreprises versent des dividendes et s'accordent à ce que le dividende ait un taux de croissance constant et proportionnel à celui de l'entreprise. Il y a également la méthode MEDAF, dont la formule est la suivante. RS est égal à RSR plus bêta fois RM moins RSR. Ne vous en faites pas, c'est assez barbare comme ça, mais on va détailler. RS, c'est ce qu'on cherche, c'est le taux de rendement exigé par les actionnaires d'une société S. Combien les actionnaires attendent de la société. Le taux de rendement M, c'est le taux de rendement moyen exigé par le marché du capital risque. Et donc, enfin, le RSR, c'est le rendement obtenu par un placement sans risque, par exemple des bons du trésor. Et donc, on va appliquer la formule suivante, RSR, le placement sans risque, plus bêta, fois RM, le rendement moyen exigé par le marché, moins RSR, donc la différence entre un placement risqué moins un placement pas risqué. Et nous, ce qui nous intéresse dans la formule, c'est le bêta. Le bêta, c'est la sensibilité d'une action au marché. Donc le bêta d'une action va varier selon l'entreprise. Une action peut être plus ou moins sensible que le marché. Et pour comprendre à quoi correspond le bêta, on va le voir juste après. La prime de risque, elle est égale au bêta fois le rendement moyen moins le rendement sans risque. Et en fait, le bêta, c'est un indicateur de risque, puisque plus il est élevé, plus il est risqué. À savoir qu'une action qui a un bêta supérieur à 1 signifie qu'elle va varier plus fort que le marché, que ce soit en positif ou en négatif. Si le marché total prend 2%, elle va peut-être prendre 5%, mais par contre, s'il prend moins 2%, elle va peut-être prendre moins 5%. Donc c'est à double tranchant. Tandis qu'un bêta inférieur à 1, c'est une action moins risquée que le marché. Et donc quand le marché augmente, l'action va augmenter de manière moins conséquente. Par contre, quand le marché diminue, elle va également diminuer de manière moins conséquente.
Donc ça va dépendre de chaque actionnaire, à quel point il est prêt à accepter un risque ou non. Et donc on va désormais s'intéresser au financement par l'endettement. Il y a 3 principaux types de financement par endettement: l'emprunt obligataire et le crédit bail. L'emprunt indivise, c'est le type d'emprunt commun, c'est celui qui est effectué envers les établissements de crédit, c'est par exemple celui souvent effectué par les ménages. Il permet des effets de levier, par contre il nécessite un apport assez conséquent, souvent 20% du montant de l'emprunt, et il y a un risque d'effet de massue. L'inconvénient principal de ces emprunts, c'est évidemment les intérêts, surtout en période d'inflation, comme on peut le voir actuellement notamment. L'emprunt obligataire maintenant, il permet de se financer en conséquence, et par contre il est limité à certaines entreprises, des entreprises souvent de taille assez conséquente, et donc c'est celui qu'on a vu juste avant. Et enfin, le crédit bail. Le crédit bail, son avantage, c'est qu'il est rapide et qu'il n'impacte pas la capacité d'endettement. Par contre, il est souvent coûteux et engendre aussi également souvent des obligations. Bon, tout d'abord, l'emprunt. On va poser ce tableau-là pour détailler comment fonctionne le remboursement d'un emprunt. Donc, il va y avoir tout d'abord une colonne capital restant dû. C'est égal à l'emprunt moins l'amortissement de celui-ci, intérêts qui sont calculés sur le capital restant dû, l'amortissement de l'emprunt, à savoir l'emprunt divisé par la durée si c'est amortissement constant, et si c'est annuité constante, c'est l'annuité moins l'intérêt. L'annuité, c'est l'amortissement plus l'intérêt payé. Si c'est annuité constante, c'est relatif à la vidéo qu'on a déjà vue précédemment. La première de finance, c'est V0 est égal à A fois 1 moins 1 plus T exposant moins N sur T. Et enfin, l'intérêt, qui est net d'IS, puisque forcément le paiement de l'intérêt va diminuer l'imposition de la société, qui va diminuer le résultat, et donc on va le mettre net d'IS. Donc l'intérêt réel, c'est I fois 0,75, puisque c'est 25% l'IS. Et donc le décaissement réel, ce qui nous intéresse, c'est les intérêts net d'IS plus l'amortissement. C'est en quelque sorte l'annuité réellement payée par l'entreprise, même si en réalité c'est l'amortissement plus l'intérêt, sauf que le remboursement d'un emprunt permet une diminution de l'imposition grâce à la charge d'intérêt. Et donc on a vu dans la précédente vidéo, que je vous invite à aller voir, comment calculer les flux nets de trésorerie par un investissement dans lequel on supposait que l'entreprise achète immédiatement l'immobilisation sans passer par quelque financement que ce soit ou par un autofinancement. Et bien ici on va voir comment ça fonctionne quand l'entreprise passe par un emprunt. Donc on part de la CAF, qu'on a vu dans la vidéo précédente ne change pas, on part à partir de la CAF. On ajoute notre charge d'intérêt, nos économies d'IS sur intérêt qui sont importantes à ne pas oublier. Donc ici on va mettre 25% de nos charges d'intérêt. Notre nouvelle CAF, à savoir la CAF ancienne moins la charge d'intérêt plus l'économie d'IS. À ça on va y enlever l'investissement réalisé en début de période. Par contre, on va y ajouter l'emprunt, ça va à peu près se compenser. On va y enlever l'amortissement d'emprunt, y enlever la variation du BFRE, y ajouter la valeur résiduelle et y ajouter la récupération du BFRE. Ici, c'est le tableau des flux de trésorerie modifié lorsque l'entreprise a recours à un emprunt. Lorsque vous allez effectuer ce tableau en exercice, l'objectif sera souvent de conclure, une fois qu'on aura obtenu nos nouveaux flux de trésorerie ici, que l'entreprise, par recours à l'emprunt, a pu bénéficier d'un effet de levier, à savoir que les flux de trésorerie générés par un investissement sans recours à un emprunt ont été plus faibles que ceux générés lors d'un recours à un emprunt grâce ici à un investissement qui va être compensé par un emprunt qui va être lui amorti sur toute une période. Pour le crédit bail, eh bien c'est la même histoire. On va modifier notre tableau de flux de trésorerie. On va mettre ici la mise à disposition du crédit bail à laquelle on va enlever les paiements des loyers. Il y a une économie d'IS qui est effectuée forcément sur les paiements des loyers. Donc ici, on va mettre 25% du loyer du crédit bail qu'on récupère. Par contre, il y a une perte sur économie d'IS sur amortissement parce que si vous vous souvenez bien comment on calcule notre CAF, quand on a acquis notre immobilisation, eh bien on l'a amorti et ça nous a permis de diminuer notre imposition, sauf qu'ici, notre crédit bail ne nous permet pas de l'amortir. Il y a une option d'achat qui peut être exercée ou non sur le crédit bail, et si elle est exercée, eh bien, on va la soustraire. Et il y a l'économie d'IS sur l'option d'achat. Et on va obtenir nos nouveaux flux de net de trésorerie, et on va comparer avec les anciens sans passer par le crédit bail, et voir si il est plus judicieux ou non de passer par un crédit bail. Enfin, l'emprunt obligataire. Pour l'emprunt obligataire, il est important de déterminer le coût de l'emprunt. Tout d'abord, l'encaissement de l'emprunt, ce qui nous a permis de générer comme financement, l'économie d'IS sur le remboursement, les décaissements liés au remboursement des obligataires, les intérêts et enfin les frais. Donc pour conclure, il existe plusieurs méthodes de financement. Dans un exercice, on va souvent vous demander de vous concentrer sur une principale. Et ça va être à vous de conclure si oui ou non il est judicieux de se financer de cette méthode-là
ou de cette méthode-là. Notamment, on va pouvoir donner un exemple, le crédit bail a un avantage certain sur le fait qu'il n'augmente pas l'endettement de l'entreprise. Et si l'entreprise est déjà très endettée, il est judicieux pour elle de passer par un crédit bail. Tandis qu'une entreprise peu endettée aura tendance à plutôt se tourner vers un emprunt indivis, va pouvoir générer un effet de levier très intéressant pour l'entreprise.